Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les marchés qui attendent la suite de la série des records boursiers. On a déjà eu le Dow Jones, le DAX en Europe, le CAC 40 à Paris. Le prochain record devant nous, peut-être en cette fin d'année, c'est celui du S&P 500. Autant dire que ce sera un record d'importance puisqu'on parle de l'indice large des marchés actions américains qui est la référence mondiale en la matière. On est à quelques dizaines de points du record historique du S&P 500 qui a pu être marqué au tout début du mois de janvier 2022 à plus de 4800 points. Le S&P a ouvert en hausse tout à l'heure autour de 4760 points. On verra si ce record pourra être atteint d'ici la fin de l'année. En tout cas, les marchés sont toujours dans cette ambiance quasiment euphorique, il faut bien le dire, depuis plusieurs semaines maintenant, alimentée, accentuée encore un peu plus par les dernières communications de banque centrale, à commencer par celle de Jérôme Powell mercredi dernier, à l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de l'année pour la Réserve fédérale américaine. Comment est-ce que ces banques centrales vont désormais gérer des attentes, des anticipations de baisse de taux toujours plus agressives pour 2024? Ça semble être la séquence du moment, avec des prises de parole qui se succèdent, notamment du côté de la Fed, pour tenter de repousser ou décaler un peu dans le temps le pricing du marché, sans que ces efforts soient forcément couronnés de succès. À ce stade, le 10 ans américain évolue toujours sous les 4% au moment où on se parle. Et ce sera l'occasion évidemment d'une discussion à suivre dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de cette émission, ce soir, nous quitterons les marchés cotés, les marchés liquides, pour revenir sur l'année 2023 des actifs privés, et notamment du private equity, et ouvrir la séquence 2024. C'est le président pour la France du fonds d'investissement Waterland qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois. La Bourse de Paris évolue sans boussole ce mardi. Les marchés temporisent en attendant la publication vendredi de l'un des indicateurs préférés de la Fed pour mesurer l'inflation endogène aux États-Unis, à savoir le Core PCE du mois de novembre. Du côté de la zone euro, l'inflation a été confirmée à 2,4% en rythme annuel en novembre et à 3,6% sur un an dans sa version cœur pour le même mois. Côté Banque centrale, la Banque du Japon reste conforme aux attentes du marché en optant pour un statu quo et donc le maintien de ses taux directeurs en territoire négatif à l'occasion de sa dernière réunion de l'année. Du côté des valeurs, le secteur de la santé progresse aujourd'hui. Virbac voit son titre grimper de plus de 10% au cours de la séance, après que le laboratoire vétérinaire a relevé son objectif 2023 suite à un rebond de ses ventes au quatrième trimestre. De son côté, Innate Pharma prend plus de 5% au cours de la séance. Le groupe a annoncé la levée d'un quatrième programme sous licence avec Sanofi. Casino chute aujourd'hui après sa reprise de cotation. Son titre recule de plus de 9% au cours de la séance. Le groupe a annoncé ouvrir des négociations exclusives avec Auchan et Intermarché pour le rachat de la quasi-totalité de ses hyper- et supermarchés. En Suisse, le secteur bancaire progresse aujourd'hui. UBS voit son titre gagner près de 3% au cours de la séance. Le fonds activiste Cevian Capital a annoncé avoir pris une participation de 1,3% dans la banque suisse. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni pour le mois de novembre. Ils prendront également connaissance des prix à la production industrielle en novembre pour l'Allemagne, ainsi que de plusieurs indices de confiance des consommateurs pour le mois de novembre pour la zone euro et les États-Unis. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est à nos côtés, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Olivier Ringard nous accompagne. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Neuflize OBC et avec nous également Arnaud Morel. Bonsoir Arnaud. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Jeanne, vos commentaires évidemment sur la séquence Banque Centrale que je résume ainsi. Jérôme Powell a confirmé ce que le marché avait déjà commencé largement à anticiper. Le prochain mouvement de la Réserve fédérale américaine sera selon toute probabilité un mouvement de baisse de taux. Ces baisses de taux de 2024 doivent être vues comme un ajustement conjoncturel ou en tout cas l'accompagnement de la poursuite de la désinflation aux États-Unis, plus que des baisses de taux en urgence qui viendraient en soutien d'une économie en péril ou en récession. La Fed ne projette plus de récession désormais pour l'économie américaine et ça fait déjà quelques mois. Pour les investisseurs, j'imagine que se pose donc assez concrètement la question du timing et de l'ampleur des baisses de taux qu'on peut anticiper effectivement pour 2024. Comment est-ce qu'on réfléchit à ces questions avec les éléments qui ont été apportés jusqu'à aujourd'hui par les banquiers centraux ? Bon, pour l'instant, les marchés tablent plutôt sur des baisses de taux qui commenceraient probablement en mars. Bon, de notre côté, ça nous semble un peu tôt. Alors, c'est vrai que le message de Jérôme Powell a incité quand même les marchés à valider ce scénario très dovish. Voilà. Le facteur pour nous le plus important, c'est le facteur qui a été très mal vu en 2023. C'est-à-dire qu'en 2023, quasiment tous les analystes attendaient une récession. Elle n'a pas eu lieu. Et la Fed aujourd'hui dit pareil, pas de récession. Alors, si on considère qu'il n'y a pas de récession et que l'activité tient à un rythme ralenti, certes. Bon, eux, ils tablent sur 1,5. Alors, on peut tabler sur 1,5, en dessous de 2, on va dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité à aller très vite, puisque ça veut dire du plein emploi. D'ailleurs, quand on regarde les prévisions de chômage de la Fed, c'est encore du plein emploi qui est prévu pour 2024, pour 2025. La Fed a un double objectif. Donc, ce qui va jouer, c'est à quelle rapidité l'ajustement du marché de l'emploi qui ne s'est pas fait, ou c'est à peine fait en 2023, parce qu'il y avait encore des distorsions Covid à absorber, à quelle vitesse il va se faire et quelles répercussions sur la création d'emplois et les salaires. À l'heure d'aujourd'hui, malgré un resserrement monétaire quand même conséquent, les États-Unis continuent de créer des emplois. Alors, on peut discuter si c'est 100 000 par mois, 150 000, mais ça reste de la création d'emplois. Et les salaires, les dernières indications qu'on a, selon les méthodes de mesure, on est entre 4 et 5 %. Donc, avec une inflation qui décélère, ça veut dire qu'on redonne du pouvoir d'achat. Donc, tant que la consommation tient, il n'y a pas de récession. Mais s'il n'y a pas de récession, il n'y a peut-être pas d'urgence pour la Fed à aller très vite dans la baisse de tout. Donc, c'est au moment où elle va, à mon sens, c'est pour ça qu'ils insistent beaucoup, et Mme Lagarde aussi d'ailleurs, sur le côté data dependent. C'est parce que dans ce cycle de resserrement, il y avait beaucoup de distorsions Covid présentes. Et donc, l'impact du resserrement a été très difficile à évaluer sur l'économie. Je pense que les entreprises maintiennent des marges d'une façon remarquable. Il y a quand même tout un certain nombre de phénomènes qui arrivent très lentement. C'est progressif. Alors, le marché escompte quelque chose d'assez rapide. Alors, aujourd'hui, on est sur des taux réels qui vont, a priori, qui sont un peu en deçà de 2%. Oui. Si on est sur une économie qui tourne à peu près en deçà de 2% en termes réels, c'est pas extrêmement neutre. Restrictif. Non, oui, exactement. Non, c'est plutôt neutre. Voilà. Mais vous dites, dans la fonction de réaction de la Fed, ce qui va la faire bouger aujourd'hui, c'est le marché du travail, plus finalement que les indices d'inflation. La Fed s'est montrée désormais assez confiante dans l'idée qu'on était sur la bonne voie et sur la bonne trajectoire pour revenir aux 2%. Oui, parce que dans la partie de la désinflation, il y a un aspect qui est un aspect effet de base, strictement, c'est la partie logement. Ouais. Bon. Donc celui-là, il va se faire relativement lentement, mais il va se faire et il est enclenché. Ce qui est plus compliqué à mon sens pour la Fed, d'ailleurs comme pour la BCE, c'est les salaires. Parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, ça a ralenti, ça reste
quand même un peu au-dessus de ce que la Fed voudrait. Et voir. on a vu qu'en novembre, c'est autour de 4%, hein, c'est ça pour 4 quand vous êtes en salaire moyen, quand vous êtes en salaire médian, la Fed, quand elle a dit, on est à plus que 5 encore. D'accord. C'est encore un peu élevé. Donc je pense que c'est l'élément, parce que c'est celui-là, et c'est pareil avec Madame Lagarde, avec la BCE. La BCE est ennuyée. D'ailleurs, quand vous regardez leurs prévisions, moi, ce qui m'a frappé dans les prévisions de décembre, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'ils ont révisé en hausse, c'est la progression des salaires. Oui. Voilà. Oui. Donc, avec en plus une révision en baisse de la productivité. Mais oui, c'est ça. Du coût unitaire du travail qui explose. Enfin, qui explose. Et donc, qui monte fortement. c'est très compliqué pour les banquiers centraux d'être agressifs. Et puis, les taux réels, encore une fois, ne sont pas à des niveaux extrêmement. Délirants. Non. Comment vous voyez cette histoire ce dernier kilomètre, Olivier, comme on l'appelle est-ce que parce qu'on a vu jusqu'à présent, effectivement, ce phénomène de désinflation immaculée, avec encore un T3 en termes de croissance aux États-Unis qui a été spectaculaire, sans doute unique dans sa dimension croissance, mais est-ce qu'on peut imaginer que le dernier kilomètre qui doit ramener l'inflation à 2% sera un kilomètre plus compliqué, plus difficile, notamment pour le marché du travail, et que c'est dans ce dernier kilomètre-là que la Fed va devoir agir ou réagir à un certain moment en 2024 ? Non, on pense pas, on voit pas les choses de cette manière. En fait, on n'est pas surpris de ce qui se passe du côté de la Banque centrale américaine, puisque la direction de baisse de taux devenait le scénario central pour un grand nombre d'observateurs sur l'année 2024. Donc stratégiquement, il n'y a pas de surprise. C'est tactiquement qu'il y a peut-être une surprise, puisque cette annonce se fait un peu plus tôt que prévu. Et là, se pose vraisemblablement la question suivante. Pourquoi la Banque centrale américaine est en train d'avancer le calendrier ? Et à cette question, on répond de la manière suivante. Ce que l'on observe, c'est que certes, du côté des salaires, ça ne ralentit pas très rapidement. Par contre, du côté de l'inflation, quand vous regardez l'inflation en rythme trimestriel analysé, on voit que cette inflation américaine, elle est en train de décélérer très sérieusement. Sur le marché de l'emploi, effectivement, le marché de l'emploi reste relativement robuste, mais si on regarde le marché de l'emploi temporaire, on voit que là, c'est en train de se détériorer également très sensiblement, ce qui est plutôt un signe annonçateur d'une dégradation plus large du marché de l'emploi. Donc on a le sentiment que la Banque centrale américaine accélère son calendrier, puisque elle veut absolument assurer ce scénario de soft landing et garantir que les conditions de financement ne sont pas trop dures au regard de la décélération de l'inflation à laquelle on est confronté. Donc, en fait, la priorité est en train de se renverser, et la priorité désormais est d'assurer absolument ce soft landing. Et pour assurer absolument ce soft landing, il va falloir être capable, si quelqu'un en est capable, de faire en sorte que les conditions financières restent neutres, voire redeviennent accommodantes face à la détérioration du momentum économique à laquelle on est confronté aux États-Unis. La Fed est devenue beaucoup plus forward-looking. Désormais, c'est vrai que la conférence de presse de Jérôme Powell a surpris, y compris des économistes, pour qui il était tout à fait naturel d'anticiper et de voir des baisses de taux en 2024. Mais comme vous l'avez dit, le calendrier a peut-être été un peu avancé. Et Jérôme Powell nous dit même, après, c'est un sujet de discussion, est-ce qu'on attendra de voir 2% d'inflation stricte, les yeux dans les yeux, le smoking gun de la cible atteinte ? Aujourd'hui, il nous dit non, plus forcément. On n'a pas besoin d'attendre. Si on est confiant dans la trajectoire, on pourra très bien entamer des baisses de taux presque préemptives d'une certaine manière. Je ne sais pas si on C'est une version un peu rose que je déroule là. Je ne sais pas si on peut encore parler de forward-looking quand on parle des banques centrales, quand on regarde ce qui s'est passé au cours de ces 36 derniers mois. Donc ça, c'est le premier élément, mais ce n'est pas vrai que pour les banques centrales, c'est vrai également pour les observateurs, les investisseurs, les stratégistes. On a eu quand même la capacité à se tromper au cours de ces 36 derniers mois, assez élevé, voire très élevé. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur est-ce que la Banque centrale américaine peut abaisser ses conditions, abaisser son taux directeur alors que l'inflation n'est pas encore à 2%? Oui, très vraisemblablement, puisqu'on sait que l'inflation, de toute façon, est un indicateur retardé de l'activité économique. Donc, il est certain que la Banque centrale américaine n'hésitera pas à baisser ses taux directeurs si elle a la conviction que l'inflation est vraiment en train de ralentir et qu'en plus,
le momentum économique aux États-Unis est en train de se détériorer. Bon. Et de ce point de vue-là, il faut attendre une fonction de réaction différente du côté de la Banque Centrale Européenne, non, mais qui n'a pas ce mandat dual d'emploi maximum et de stabilité financière, qui n'a que le mandat de la stabilité financière. C'est ce qui empêchera la BCE de regarder un peu plus devant. Je peux faire une réponse assez simple, qui est la suivante. Si la Banque Centrale Européenne avait aujourd'hui le mandat de la Banque Centrale Américaine, il est probable que... Ouais. On envisagerait déjà de baisser les taux ou que l'on baisserait déjà les taux, puisqu'on a quand même une dynamique économique qui est beaucoup plus faible en Europe qu'aux États-Unis, avec un bémol à apporter à ce que je viens de dire, qui est le suivant, c'est qu'on a des rigidités au sein du système économique européen qui sont beaucoup plus élevées, importantes que ce que l'on observe aux États-Unis, et donc probablement un mécanisme d'ajustement des prix qui est plus lent également à délivrer cette désinflation qui sera néanmoins inéluctable compte tenu du ralentissement de la demande auquel on est confronté. Et puis peut-être aussi moins de données rapides sur les salaires, Alors il y a toujours des indicateurs privés qui permettent de le mesurer, mais aux États-Unis, la Fed a quand même une profondeur d'indicateurs, d'analyse. Mais là aussi, quand on regarde la situation européenne, on voit tout de même que les indicateurs de confiance des entreprises, aussi bien du côté manufacturier que du côté des services, sont fortement détériorés. On voit que l'emploi temporaire en Europe est en train de se détériorer. On voit que dans un certain nombre de pays, le taux de chômage est en train de remonter. Donc, et eux, ils veulent voir la série des salaires négociés. Donc la trajectoire est bien enclenchée. Ouais. On est en train de rentrer dans un épisode au mieux de stagnation prolongée, au pire de récession prononcée. Donc... Et la différence, ce sera le timing d'intervention de la BCE entre ces deux scénarios. Comme souvent. Ouais. Jeanne, là-dessus, sur la BCE ? Je pense que la BCE est confrontée effectivement à une moindre profondeur d'indicateurs. C'est sûr que ça brouille. Et au fait qu'aujourd'hui, l'activité est en stagnation. En fait, et quand vous regardez les prévisions de la BCE, c'est 0,6 et 0,8, je crois, l'an prochain. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle c'est même plus de la croissance molle. C'est de la stagnation, surtout quand vous n'avez pas de gain de productivité. Donc, c'est vraiment une situation très compliquée. En revanche, quand on regarde des indicateurs très rapides, les indicateurs, si vous prenez les indicateurs à 3 mois annualisés de l'inflation, la désinflation, elle me semble beaucoup plus évidente en zone euro qu'aux États-Unis. Quand on prend le fameux core américain, là, le super-core, sur 3 mois annualisés, il est à 5%. Donc, c'est en fait beaucoup plus évident aujourd'hui en eurozone mais facialement, c'est plus compliqué. Et je pense que la BCE veut se garder un peu plus de marge de manœuvre pour les mois qui viennent. Il n'y a pas forcément besoin d'annoncer trop longtemps à l'avance quand on répète en permanence qu'on est data dependent. Oui, on a senti que Christine Lagarde ne se mettait pas dans la roue de Jérôme Powell tout de suite dans la dernière série de réunions qu'on a pu avoir. Absolument. Arnaud, vos commentaires sur cette séquence Banque Centrale, ce que ça change pour les investisseurs, notamment le message d'un Jérôme Powell. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est un game changer ou en tout cas que c'est un pilier de la stratégie d'investissement qu'on a en tête pour 2024 ? Clairement, ça paraît être un game changer. En tout cas, c'est comme ça que c'est acheté sur les marchés financiers. La question, c'est est-ce que Powell et la Fed ne se donnent pas les moyens de réussir leur atterrissage en douceur ? C'est clairement identifié comme cela. On le voit aujourd'hui sur les performances. On le voit avec les petites et moyennes capitalisations qui s'envolent. Ça, c'est des points importants aujourd'hui. Donc, la communication faite par Powell aujourd'hui est quand même salvatrice. Après, il ne faut pas oublier qu'il est peut-être pris aussi dans son agenda 2024, pris en étau avec les élections, on va dire, de fin d'année présidentielle. S'il remontait les taux baisser les taux, sur la seconde partie de l'année, ça pourrait, on va dire, être donné comme une incitation au parti au pouvoir. Donc, on peut comprendre cette avancée-là. On l'a entendu aussi, les données quand même de désinflation ont été divisées par 3 aux États-Unis. On a un marché, on va dire, de l'emploi qui se tient bien. On dit que si on n'est pas en dessous de 130 000 sur NFP,
On n'est pas en période de hard landing ou d'atterrissage plus dur de l'économie. On n'y est pas du tout. On est à 199 si on retraite les 30 000 de l'industrie automobile. Voilà. On est bien. Donc, on a les ISM services qui tiennent bien. Donc, on va dire que tous les voyants sont ouverts. Après, c'est une très bonne surprise. Pour nous, c'est constructif pour le début d'année 2024, pour les actifs risqués, clairement, aujourd'hui. Et on voit les conditions financières qui sont quand même bien améliorées. On est revenu sur le niveau de juin 2022, en perdant 100 points de base sur le 10 ans américain. Donc, voilà, après, c'est plein de bonnes choses. Après, ça nous enlève peut-être un peu de carburant pour 2024. Alors, c'est la question. Un peu, beaucoup, ou tout le carburant 2024 ? Parce qu'à force de rester sur ce chemin de crête du soft landing, mais qui est peut-être d'ailleurs en train de s'élargir, on reste pricé, comme on dit, pour la perfection. Tout à fait. Alors après, le chemin peut être parfait, pas à pas, jusqu'au bout, mais... Donc après, on va voir. C'est rare que ça se passe toujours comme ça. Exactement. Donc on va voir un petit peu sur les chiffres qui vont être donnés, toujours cet esprit de data dépendance, mais en tout cas la communication est claire, me semble-t-il. Après, le marché reste optimiste. Voilà, clairement, 75 points de base, ça va pas changer la donne. Après, c'est une communication dans l'esprit, c'est quelque chose de sympa en tout cas pour nous investisseurs. Après, le marché est peut-être un peu optimiste, mais on le verra en fonction. Enfin, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 18 mois sur les marchés, de voir un petit peu l'évolution de l'inflation, des taux d'intérêt, comment ça se passe sur les actifs risqués, les classes d'actifs à privilégier. Enfin, c'est un jeu à suivre sur les prochains mois. Clairement. Et sur le rallye qui a été déclenché effectivement, alors par toute la séquence, mais depuis, j'allais dire, le 10 ans américain à 5%, qu'est-ce que vous retenez justement de la manière dont la hausse et le rallye s'est fait ? Est-ce que c'est un rallye est-ce qu'il y a quand même de la qualité dans ce rallye ? Parce qu'on a tous l'œil attiré, effectivement, sur des segments de marché qui étaient considérés comme, entre guillemets, morts. Alors, les small caps, mais la tech non rentable, etc. Tout ça a été reboosté. Est-ce que Powell a rouvert la boîte à bulles, quelque part ? Donc, sur la première partie de rebond, au mois de novembre, c'est l'élastique aussi. Voilà, clairement, ça, on le voit, c'était le rallye sur toutes les boîtes. Beaucoup de shorts, etc. Des Worldline, des Alstom qui ont eu des mauvais parcours boursiers, qui ont bien repris. On voit que la construction, le taux de participation est bien plus important que ce soit sur le S&P ou l'Eurostock 50. On voit que les grosses ne suivent pas, en tout cas les 7 magnifiques suivent moins le rebond, même si c'est moins le cas sur les 2 dernières séances, mais suivent moins le rebond. Et vraiment, aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, au sein du S&P, j'ai 45% des valeurs qui ont repassé la moyenne mobile 200 jours, ce qui était le 31 octobre, où j'étais aux alentours de 12-13%. C'était quand même des éléments qui sont notables. On voit aussi le Russell aujourd'hui qui continue à repartir, les petites et moyennes capitalisations en zone économique européenne, les émergents. J'enlève la Chine pour l'instant qui ne participe pas au rebond, clairement. Les points notables aussi, c'est les commodities, qui ne prennent pas forcément ce rebond. Donc ça aussi, c'est quelque chose de sympa, on va dire, sur la partie atterrissage en dessert de l'économie, maintien de l'inflation headlines. Voilà, des choses constructives, en tout cas, à ce stade. Et n'oublions pas qu'on a toute l'arme de la cote en zone économique européenne, notamment tout ce qui était cyclique, avait été fortement attaqué, et très fortement révisé sur les croissances bénéficiaires 2023 et 2024. Et là, on le voit que le rebond, quand même, il est assez sympa sur ces valeurs-là. Nous, on est constructif. On voit aussi que les révisions de bénéfices sont intéressantes sur cette partie-là. On pense que le travail a été fait en grande partie, en tout cas sur les révisions de bénéfices aujourd'hui en zone économique européenne. C'est moins le cas aux États-Unis. Sur la zone économique européenne, on attend pour l'année prochaine 6% de croissance des BPA. D'accord ? On prend les financières, je les retraite, j'ai 7%. Donc, je suis quand même à moins 1, moins 1,5 de croissance de BPA. Donc, on a eu ce travail qui a été fait. On l'a vu sur le T3 2023. On a eu quand même sur une croissance des BPA, on était à moins 11,5 sur la publication du T3. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont été faites. Après, je ne dis pas qu'on est bottom aujourd'hui sur la révision des BPA, clairement en zone économique européenne, mais aujourd'hui, il y a un grand travail qui a été effectué. En tout cas, c'est à notre sens, c'est ce qu'on prend et qu'on notifie aujourd'hui et dans nos allocations et comment on le manifeste. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de comprendre un peu ces records, alors je dis records boursiers, records des indices boursiers, avec effectivement les biais de construction de ces indices. Mais d'une certaine manière, ces records ne sont pas forcément le signal d'une euphorie généralisée. Clairement pas. Dans les marchés, clairement pas. Non, clairement pas. Non, mais clairement pas. Quand on le voit, on regarde sur le CAC 40. Enfin, je veux dire, ça a été le luxe a perdu 30% entre mi-juillet et septembre. Il a un peu rebondi. Donc vraiment, c'était des jeux de vases communicants avec les financières qui ont repris le relais. L'énergie, là, qui reste quand même en retrait fortement sur les 6 derniers mois en termes de performance. Les industriels qui reprennent le relais de façon importante et les capital goods qui sont indéniables en zone économique européenne aussi qui reprennent le là. Donc ça, c'est des choses à suivre. Voir sur les publications qui vont être faites sur la fin du mois de janvier, voir où en est, on va dire, la communication des sociétés. Clairement, ça va être là le jeu. Donc, voilà.
Non, mais très intéressant. Il y a toute une nouvelle partie de l'univers action qui redevient peut-être sur lequel vous êtes redevenu investissable et sur lequel vous êtes revenu constructif. L'idée de la boîte à bulles, Olivier, non, mais c'est vrai que le mouvement quand même est tellement impressionnant que on se pose la question de l'upside pour 2024 et c'est pas moi qui me la pose. Goldman Sachs a déjà révisé sa perspective pour le niveau du S&P 500 fin 2024, pris de court par le mouvement de marché auquel on assiste depuis quelques semaines. Est-ce que c'est un mouvement qui va venir en conclusion un peu avec l'exubérance peut-être de la conclusion d'un mouvement de marché important, ou est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau dans les marchés avec ce pivot de la Fed et ce put, cette protection apportée par Powell à un certain point qui revient dans le radar des investisseurs? J'ai envie de vous dire réponse en 2024. Réponse dans un an. Voilà, réponse dans un an. Mais si... non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que je dis là, on ne peut pas fonder une stratégie d'investissement sur des espoirs de put de la Fed ou de... Non, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Hein. Certains ont déjà été développé par Arnaud, mais ce que l'on observe, c'est que en fait, le marché a, in fine, pas réagi si fortement que ça aux annonces de la Banque centrale américaine et de Powell la semaine dernière, puisque le marché américain progresse de 2%, le marché européen est quasiment flat par rapport à la semaine dernière, et sur les marchés de taux, on a baissé de 30 points de base supplémentaires. En fait, le mouvement qui est assez spectaculaire, c'est celui qu'on observe depuis le 27 octobre. Oui, octobre, c'est ça. Oui. On a eu une 5% sur le 10 ans américain. On a eu une très forte anticipation de ce que, in fine, Powell n'a fait que valider. Il a validé la vision des investisseurs selon lequel le scénario de soft landing allait devenir central pour la Banque centrale l'année prochaine, et que la Banque centrale faisant cela, elle rendait plus plausible la réalisation de ce scénario de soft landing. Donc là, c'est ce qui vient de se passer sur les 4 dernières semaines. C'est toujours très simple de raconter a posteriori. Mais oui, mais ça aide. Passé. Ça éclaire. Après, ça peut éclairer. Après, si on essaye de se projeter, et c'est là que ça devient plus compliqué. Regardons les valorisations. Aujourd'hui, on est sur des valorisations qui sont pas si tendues que cela si on regarde les marchés européens et les marchés émergents. Sur les marchés émergents, on va dire qu'on est autour de la moyenne de long terme. Sur les marchés européens, on est en dessous de la moyenne de long terme. Sur le marché américain, on est au-dessus de la moyenne de long terme. Et si vous retirez les 7 magnifiques, on serait plutôt autour de la moyenne de long terme. Donc on ne peut pas dire que on price la poursuite d'un scénario de croissance modérée sur les années à venir, avec une inflation qui reste sous contrôle et des taux qui vont plutôt s'ajuster à la baisse. On peut même considérer que si ce scénario de soft landing se confirme tout au long de l'année 2024 et au-delà, on a un potentiel de hausse qui peut être encore très important sur les prochains trimestres, à l'image de ce qu'on a vécu, par exemple, en 95, 96, 97, où on avait réussi à faire ce soft landing, et ce soft landing s'était accompagné par une banque centrale américaine qui avait baissé ses taux directeurs et les marchés qui avaient fortement progressé. Donc si on est dans ce scénario de soft landing, on a encore un potentiel assez significatif à la hausse, probablement. Avec le moteur de baisse des taux et le moteur bénéficiaire pour les actions. Les deux moteurs qui pourraient... Avec le moteur de baisse de taux, dans un premier temps, avec le moteur des bénéfices, dans un second temps, puisqu'on sait quand même que le premier semestre, normalement, en termes de croissance bénéficiaire, devrait être un premier semestre de pression sur les bénéfices, compte tenu d'un environnement économique qui est plutôt... En ralentissement. Mais derrière, on aurait une réaccélération de la croissance bénéficiaire. Donc, dans le scénario de soft landing, on a encore du potentiel sur la classe d'actifs actions. Malgré l'anticipation des dernières semaines. Espérons maintenant qu'on reste dans ce scénario tout au long de l'année 2024. Qui est un autre sujet. Mais c'est tellement pricé pour la perfection qu'il y aura de la place pour se faire peur à un moment. Alors je vous amène, c'est un peu spéculatif comme réflexion, mais quand on a intégré autant de bonnes choses et le scénario d'un soft landing, vous l'avez cité, vous citez celui des années 90, qui est la seule occurrence historique d'un soft landing dans l'histoire de la Réserve fédérale américaine, à peu près, à peu de choses près. Il y a peut-être eu un autre au cours des années 60, mais c'est vrai que généralement
évidemment, Non, après un tel durcissement monétaire, on a tous à l'esprit qu'il y a une récession derrière. Avec quoi est-ce qu'on va se faire peur ? Moi, je sais pas. Mais la liste peut être très longue. Oui, non, mais je sais. Mais le premier truc, c'est quand même Jérôme Powell, moi qui m'a appris qui était Arthur Burns, et qui depuis un an, ou en tout cas il y a encore un an, nous bassinait avec l'erreur d'Arthur Burns dans les années 70, avant Volcker, d'avoir relâché trop tôt les efforts de lutte contre l'inflation, ce qui avait obligé Volcker par la suite à mettre les taux, alors je ne sais plus, double chiffre bien sûr, jusqu'à plus de 10 ou 14%. Et donc c'était le traumatisme Burns. Il nous en parlait à chaque fois, Jérôme Powell. Là, par exemple, cette idée a complètement disparu, alors qu'on a, vous l'avez décrit, une économie américaine qui est quand même encore en état de marche, de fonctionner, et des conditions financières, qui joue plus dans le sens de Powell aujourd'hui. Le marché n'est plus l'allié de Powell dans la lutte contre l'inflation. Est-ce qu'il prend un risque de ce point de vue-là ? Oui, c'est son métier de gérer des risques. C'est son métier de gérer une balance. Il a tellement entre insisté sur ce risque-là. Okay, mais c'est vrai qu'ils ont... Oui, la question pour les investisseurs, vraisemblablement pour les investisseurs, on va dire à 18 mois, est de savoir si... entre le soft landing, le scénario où l'inflation réaccélère, donc ça c'est les années 70, le soft landing on va dire les années 95, et la récession on va dire 2000, 2001 ou 2007, 2008. On a toujours ce panel de scénarios. Je pense que ce panel il reste encore aujourd'hui, il reste aujourd'hui sur la table, mais notre lecture c'est que le scénario de soft landing prend forme, parce que la Banque centrale américaine est en train de mettre en place son Fed Put, donc ça écarte, ça réduit la probabilité de réalisation du scénario de récession. Ça pose la question de son impact pour l'autre scénario du no landing et d'une réaccélération potentielle de l'inflation. Jeanne, sur les risques que prend Jérôme Powell avec ce coup de poker quand même. Je pense qu'effectivement qu'un des points très intéressants dans ce rallye, c'est que c'est un rallye auquel participent largement les cycliques. Donc c'est un rallye qui effectivement valide le fait que la probabilité de récession a été littéralement écrasée par ce que Powell a dit. Bon. Après, ça pose en termes de valorisation la question de où seront les taux. Si effectivement on est sur une économie certes ralentie, mais soft landing, moi c'est un concept que je trouve, on préfère le concept de croissance ralentie. Mais vous mettez une croissance ralentie, même si c'est à 1,5, une inflation ralentie à 2,5, c'est pas complètement absurde d'avoir des taux à 4%. Ce qui veut dire qu'en termes de valorisation, la partie valorisation côté des taux, pour nous, elle est quand même bien entamée, qu'il n'y a peut-être pas énormément. Voilà. En revanche, ce qui va probablement beaucoup plus jouer, c'est ce qu'on peut attendre sur les bénéfices. Et là, on peut penser que l'année sera très intéressante et très discriminante. Selon les secteurs, selon les valeurs, etc. Beaucoup d'alpha, parce qu'il y a des titres, effectivement, qui vont subir la pression sur les marges. Alors, on a l'impression que c'est moins facile pour les entreprises de répercuter les hausses de coûts, comme elles l'ont fait cette année d'une façon remarquable. Alors, selon les segments, selon les entreprises. Donc, du coup, c'est quoi la règle ? Plus on est proche du consommateur, plus on sera amené à baisser ses prix, pas forcément. C'est pas forcément ça. C'est vraiment très spécifique au secteur, aux entreprises, position concurrentielle, etc. Mais du coup, je pense que ça veut dire qu'au global, pour le marché, c'est un marché qui peut parfaitement être haussier, mais si vous regardez le potentiel de croissance nominale des ventes et si vous ne mettez pas d'augmentation des marges, ça ne fait pas une hausse très importante sur le marché action. Voilà, donc ça veut dire un marché qui est quand même plus compliqué. C'est pas... Oui. Moins tendanciel. Moins tendanciel, absolument. Moins tendanciel. Mais quand vous dites c'est l'alpha, c'est donc le moment des stock pickers. Normalement, oui. Normalement, oui. Et les stock pickers, les pauvres, il faut bien qu'ils aient des moments de temps à autre. Oui, mais attendez, on a ressorti les gérants obligataires déjà. Non, mais c'est bien. Donc, demain, les stock pickers. D'ailleurs, on n'a pas forcément beaucoup regardé ça sous cet angle-là. Mais moi, j'ai trouvé que le mouvement qui avait fait passer les taux à 5%, puis brutalement à 4%, quand on était à 5%, on était en même temps sur des positions short. Maximum. Exceptionnel.
jamais vu sur les 30 dernières années. Donc là, on est revenu un peu. Donc il y a quand même des mouvements de flux extrêmement importants qui viennent driver des mouvements forts. Les facteurs techniques, pour l'instant, empêchent peut-être de la révélation du vrai prix du 10 ans américain, quoi. Alors, ça, c'est tant que la Fed n'a pas fini son QT, de toute façon, on ne sait pas très bien. Bon, mais si on imagine revenir sur une économie dite, entre guillemets, normale, et qu'on est sur une croissance modeste, inflation modeste, être entre 3,5% et 4% sur les taux longs américains, c'est pas absurde. D'accord. Voilà, mais ça veut dire qu'à 3,90, comme vous dites, on a déjà bien entamé le potentiel. Le potentiel de revalorisation qui viendrait du côté des taux. Oui. Le cas des small caps, oui, je veux bien qu'on en dise un mot quand même un peu plus spécifique. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous chez Premier Par AM, Arnaud, comment on s'expose à ce compartiment small cap? Enfin, est-ce qu'on achète des fonds, des indices small cap, ou est-ce qu'on a envie justement d'aller un peu dans le détail entre l'Europe, les États-Unis et les différents secteurs aussi qui peuvent être intéressants? Le point intéressant, donc sur les small mid, c'est de dire, donc on a une reprise, on a un maintien d'une croissance molle en zone économique européenne, aux États-Unis. Donc ça, c'est le bon scénario, mais surtout aujourd'hui, cette décote aujourd'hui entre les petites et les grandes capitalisations. Enfin, c'est clair, aujourd'hui aux États-Unis, entre le Russell et le S&P, vous avez 30% de décote. On revient avant le Covid, donc 2019, on avait des niveaux qui étaient à zéro en termes de décote sur cette partie-là. La même chose dans une proportion encore plus importante sur la zone économique européenne. J'ai des niveaux de valorisation en zone économique européenne qui sont revenus sur les niveaux de 2011 au moment de la crise de la zone économique européenne. Donc ça, c'est le point important. On voit aussi pas mal de warnings qui ont été faits sur le T3, sur les publics. Donc ça aussi, on se dit peut-être que le travail est en grande partie fait également sur cette partie-là. Comment on réinvestit chez Premier Par? On était déjà investi sur cet univers-là. On en remet un petit peu sur la partie américaine où on se réexposait sur la partie Russell suite à la communication faite par M. Powell. Et ensuite, sur la zone économique européenne, donc comment on fait chez Premier Par? On travaille en architecture ouverte, donc on sélectionne des talents de gestion sur l'univers des petites et moyennes capitalisations. Et en plus, on a la chance d'avoir l'expertise d'avoir un gérant France petite et moyenne capitalisation, éligible au PEA PME. Donc on l'imbrique. Mais c'est l'expertise. On va chercher l'expertise des gérants dédiés à ces marchés-là. Notamment sur la zone économique européenne. Le vivier aussi sur la partie nordique est très important. Et surtout, les compétences sont moins exploitées. Donc, on va rechercher ces talents de gestion sur cette partie-là. Donc, voilà comment on construit aujourd'hui nos allocations, en tout cas dans la sélection des émetteurs. Donc, on ne va pas le faire en titre vif, en direct pour nos clients en gérant sous mandat, parce qu'on n'investit pas sous des capis inférieurs à 500 millions, ce qui est logique pour des gérants privés. Non, mais après, c'est de la cuisine, effectivement. Non, mais très. Est-ce qu'il faut imaginer aussi un moteur d'opération sur capital, d'OPA? On va parler private equity dans le dernier quart d'heure, mais on sait que le capital d'investissement va regarder et regarde déjà la situation de ces entreprises de taille intermédiaire de très près. Ce sont aussi des investisseurs de capital patient qui sont capables d'aller chercher ces entreprises sur des marchés cotés. Ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est des sorties de cotes. On l'a vu encore avec S2I avant-hier. Donc ça, c'est plein de choses. C'est pas le biais, le catalyseur principal sur la partie M&A. Non, clairement pas. C'est pas ce que vous cherchez. Non, clairement, aujourd'hui, c'est un re-rating, une décote de valorisation et de jouer un apaisement sur la croissance économique aujourd'hui. Donc on va sur cet univers-là qui traîne depuis 2 ans parce qu'il a souffert de l'inflation, la remontée des taux directeurs. Aujourd'hui, les coûts de financement, et ils en auront besoin pour financer leur croissance, vont être moins importants. C'est ce que anticipent les marchés financiers et ce que nous a dit la plus grande banque centrale mondiale il y a une semaine. Donc ça, c'est le point important. Normalement, tout ce qui a été négatif pour cette classe d'actifs devrait redevenir positif, ou en tout cas redonner de l'allant pour attirer des flux qui ont été quand même anémiques sur les 2 dernières années. Clairement. Donc ça, aujourd'hui, c'est une classe d'actifs à retravailler. L'optionnalité small cap, c'est intéressant pour 2024 dans les stratégies, les allocations d'actifs, Olivier. Vous évoquez les émergents aussi. Alors, c'est pas la même chose, mais en termes de value, de décote, on est peut-être effectivement sur des idées un peu similaires. Oui, il y a quand on regarde ce qui s'est passé cette année, on voit un certain nombre de styles ou de secteurs ou de capitalisations qui sont en retrait. Donc les émergents, la value, en particulier aux États-Unis. Oui. Et les mid et small cap aux États-Unis et en Europe, et en particulier également en France, où elles sont très en retard. Donc dans le scénario de soft landing, les small caps sont à regarder de près, voire à reprivilégier dans une allocation d'actifs. La baisse des taux de la part de la Banque centrale américaine
doit normalement être plutôt bénéfique aux marchés émergents. Si vous avez un dollar qui s'affaiblit, c'est historiquement la manière dont ça a fonctionné. Donc ça pourrait de nouveau fonctionner comme cela, modulo la situation chinoise, qui pose quand même question, puisque certains estiment que l'économie chinoise est plutôt sous le risque d'une déflation. Donc voilà, il y a un certain nombre de classes d'actifs qui semblent attrayantes dans ce scénario de soft landing, mais on sait que ces classes d'actifs également sont exposées à des risques. Donc les émergents, c'est le risque chinois, les small caps, c'est le risque de récession, la value, c'est également le risque de récession. Donc il faut toujours conserver un bon principe de diversification dans ces allocations et ne pas trop surreprésenter des classes d'actifs ou des parties de marché qui restent tout de même exposées à un certain nombre de risques pour les trimestres à venir. D'accord. Mais en termes d'expected returns, oui, il y a quand même un potentiel sur ces marchés-là. Dans le scénario de soft landing, il y a clairement un expected return qui est supérieur aux grandes capitalisations. Tout à fait. Jeanne, sur la Chine, je ne sais pas. Bon. Non, je préfère le small cap. Préféré. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est un point. La Chine, alors si on parle value, clairement la Chine est décotée, avec une désaffection des investisseurs, mais qui est un peu plus. Alors normalement, si on devait oublier que ça s'appelle la Chine. Non mais oui, j'entends. Pas. On regarde. Oui. On anonymise les valeurs chinoises. Voilà, et on regarde quelques grands agrégats. Eh bien, on se trouve sur une économie dans laquelle la Banque centrale est en train de devenir plus accommodante. Les croissances attendues de bénéfices sont de l'ordre de 15%. La valorisation est extrêmement décotée. Donc normalement, c'est bargain. Alors la grande difficulté, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, la question c'est est-ce que c'est encore investissable ou pas. Et à cette réponse, c'est vraiment compliqué. Ce que je trouve peut-être plus intéressant en Asie, parce que pour le coup, ça n'a pas l'étiquette de potentiellement non investissable, c'est le Japon. Et le Japon est vraiment une économie sur laquelle il y a des incertitudes d'une nature très différente à celles qu'on a pu voir et qu'on verra précédemment. Par rapport au risque traditionnel, historique, vous voulez dire, pour l'économie japonaise. Par rapport au reste du monde. Ah bah oui. Puisque, c'est une grande question. On n'a pas de certitude, et à la Banque du Japon non plus. C'est pour ça qu'elle hésite. Bon, à notre avis, elle sortira quand même des taux négatifs en janvier. Oui, c'est pas un pas non plus de géant. C'est pas un pas de géant, mais ça prouvera qu'elle est convaincue que la sortie de déflation après 30 ans de déflation est acquise. Donc ça peut avoir des répercussions c'est majeur, c'est historique. Voilà. Donc et dans les répercussions très importantes, c'est des répercussions positives qu'on peut voir ou ça peut être d'accord. Non, mais je sais pas, sortir de 30 ans de déflation avec des positions de marché qui se sont accumulées sur l'idée que le Japon sortirait pas de la déflation. Justement, c'est-à-dire que c'est pas simple. En même temps, ils ont des réformes structurelles pour booster le return on equity. Donc, et quand vous regardez les décotes de valorisation du Japon par rapport au reste du monde ou les décotes historiques, elles sont phénoménales. Donc, c'est en tout cas une zone sur laquelle on regarde de très près, comme d'ailleurs les petites valeurs qui ont été évoquées plus tôt. On les regarde de très près, mais on pense que le chemin ne sera pas forcément de toute tranquillité. Oui, non, ça peut être un peu chaotique. Non, mais sur le Japon... Voilà. Le Japon, je trouve vraiment intéressant. Et toujours, parce que déjà... pourquoi toujours non, mais parce que ça a été... on est revenu, sur les niveaux du Top X ou du Nikkei qu'on avait au moment du Walkman, quoi. Oui, mais enfin... Mais on est loin de... Oui. On est très, très loin avec le risque qu'on connaît sur le yen, mais en même temps, le marché et le yen n'ont pas toujours été corrélés comme ils le sont là. Et si c'est la demande interne qui, tout d'un coup, se réveille, la corrélation avec le yen peut tomber. Donc, c'est vraiment une des zones qui peut nous réserver beaucoup de surprises. Et qui attire structurellement de plus en plus d'investisseurs. J'ai l'impression, en tout cas, de gros noms qui reviennent ouvrir des bureaux, effectivement. Il y a un pivot potentiel, un pivot structurel.
Japon, Pareil, sur la partie micro, rapidement, les return on equity sur les marchés, c'est les actions japonaises, on est quasi revenu, on est quasi au plus haut. On regarde aussi les programmes de rachat d'actions. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un travail depuis 6-7 ans de remettre un petit peu la pyramide de transformation de rentabilité sur le modèle américain. Et ça porte ses fruits, c'est ce qui est dit. Et puis il y a un push énorme de la réglementation, des autorités pour que les entreprises soient effectivement... Maintenant, les valos maintenant sont revenus quand même sur la moyenne historique long terme. On est dessus, on a 18 fois sur le Nikkei. Donc c'est des choses à surveiller. Puis dans les petites histoires qui viennent consacrer l'année du Japon, c'est Nippon Steel qui fait une offre sur US Steel quand même. Non mais plus grosse acquisition potentielle d'une boîte américaine par une boîte japonaise, et on parle de... Alors c'est des boîtes historiques, mais US Steel effectivement ce fut un emblème quand même de l'industrie américaine à une certaine époque. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier Ringard, Neuflis OBC, Jeanne Asraf-Biton, BFTIM et Arnaud Morel, Promépar Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous sortir justement des marchés boursiers, des marchés liquides, des marchés d'actifs cotés pour s'intéresser aux non cotés et au private equity avec comme horizon les perspectives 2024 pour cette industrie du capital investissement. C'est Louis Huetz, le président pour la France du fonds d'investissement Waterland, qui est à mes côtés en plateau pour ce dernier quart d'heure. Louis, bonsoir. Bonsoir, Greg. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, alors les investisseurs regardent toujours devant, mais je voulais quand même qu'on prenne le temps de dire un mot de ce qui s'est passé au cours de cette année 2023 et même depuis le choc monétaire engagé par les banques centrales. Il semble, on en discutait juste avant, il semble que les marchés nous disent que le pic du resserrement monétaire a été atteint au cours de cette année 2023 et qu'on aura même peut-être une détente du coût du capital, du coût de la liquidité peut-être pour les prochains mois et les prochains trimestres. Qu'est-ce que cette séquence quand même de choc monétaire a impliqué pour l'industrie du private equity, mais quels enseignements vous retenez quand même de ce qui a été un stress test historique quand même pour cette industrie? Alors, en fait, le stress test, il a véritablement commencé, alors non pas avec le Covid, qui a été amorti par le quoi qu'il en coûte et par les injections de liquidités massives, mais avec le choc inflationniste qui a suivi l'invasion de l'Ukraine. Donc ça, c'était en février 2022, et par la suite, effectivement, le choc monétaire pour juguler l'inflation, et ensuite, depuis quelques trimestres maintenant, un ralentissement économique également. Donc finalement, c'est ces trois effets qui quelque part se sont succédés et qui ont impacté tout l'ensemble de l'économie, et notamment les sociétés des portefeuilles de private equity. Alors ça s'est traduit par quoi? Essentiellement, les effets ont été des effets éventuellement négatifs sur certaines sociétés du portefeuille, notamment celles qui ont souffert de l'inflation parce qu'elles ont eu des difficultés à répercuter les hausses de coûts sur leurs prix. On peut parler notamment des sociétés qui opèrent dans des environnements où il y a des tarifs réglementés. On peut parler de la santé, par exemple, est un bon exemple, ou la prise en charge des personnes âgées, etc. On a le deuxième effet qui est l'effet lié à la hausse des taux et au resserrement monétaire, qui est en fait un resserrement qui a aussi donné lieu à un resserrement du crédit. Donc, qui dit resserrement du crédit dit baisse des valorisations et ralentissement du nombre de transactions. Et le troisième effet, donc, qui est un effet, je dirais, plus un effet confiance, quelque part, qui fait que le nombre de levées de fonds et le montant des capitaux levés par le private equity a décru en 23 par rapport à 22. Alors nous, on n'a pas été impacté chez Waterland puisque nous avons réalisé notre levée de fonds en 23 à hauteur de notre hard cap de 3,5 milliards, mais dans l'ensemble du marché, il y a eu quand même un impact assez significatif. Oui, je voulais votre regard sur l'ensemble de l'industrie. On va parler de Waterland plus précisément. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on... Alors,
Comment vous voyez la nouvelle normalité, notamment en termes de coût de financement, de coût du capital? Est-ce qu'on imagine revenir à quelque chose qui ressemblerait à l'état antérieur? Pas du tout. Et qu'est-ce que ça change dans une industrie qui transforme quand même du capital pour créer de la valeur, Louis? Alors, on espère bien sûr un retour le plus rapide possible à des taux bas, parce que qui dit taux bas dit facilité de financement et dit possibilité d'accompagner encore mieux la croissance des entreprises. Après, si on est réaliste, il est probable qu'il y aura une détente monétaire dans l'année qui vient. En tout cas, ce sont les scénarios qui sont aujourd'hui annoncés. Mais un retour à des taux du niveau Covid ou des années proches des 0% pour les taux directeurs, c'est probablement pas quelque chose qu'on peut envisager dans les 2-3 prochaines années. Personne dans l'industrie se cale sur cette idée-là aujourd'hui. Ne se cale sur cette idée-là. Donc nous calons sur un retour à une inflation, en tout cas nous, sur un retour à une inflation faible, un retour à des taux plus faible, mais quand même de l'ordre de 2 à 3% pour les taux directeurs. Et en ce qui concerne l'économie, après une année 24 qu'on annonce quand même une année plutôt de stabilisation, probablement pas de récession, mais en tout cas d'économie relativement atone, à une reprise de la croissance par la suite. C'est ça, avec évidemment toujours une grosse disparité entre les secteurs en termes de croissance économique. Nous investissons sur les secteurs qui ont des dynamiques de croissance long terme favorables. On peut parler de la transition énergétique, on peut parler de la digitalisation notamment, du loisir et du luxe, et du développement durable, ainsi que du vieillissement de la population. Voilà, ce sont nos secteurs d'investissement. Nous pensons que ce sont ceux qui vont repartir le plus rapidement, qui ont d'abord le moins souffert et qui vont également repartir le plus rapidement après, en sortie de crise. Intéressant, là aussi, cet enseignement. Les 4 grandes tendances sur lesquelles vous êtes positionné en tant qu'investisseur, c'est des tendances qui restent complètement valables après ces 3-4 années de polycrise, pour reprendre le terme adopté aujourd'hui, Louis. Il n'y a pas eu de remise en cause de ces tendances identifiées comme séculaires. Non, il n'y a pas de remise en cause de la stratégie d'une façon générale qui inclut donc les 4 tendances d'investissement et qui est également notre stratégie, c'est aussi d'accompagner les entreprises sur de la croissance accélérée, notamment par croissance externe et sur de l'internationalisation au niveau européen, au niveau mondial. Et ça, cette stratégie, cette focalisation sur les 4 dynamiques qu'on a évoquées et cette création de valeur par l'accompagnement de la croissance et de la consolidation des marchés, on pense ça reste complètement valable. Ça reste complètement valable. Et je dirais même que la situation 2024, où quelque part, qui est un peu une situation d'attente, ça donne aussi des opportunités. C'est aussi le moment pour des sociétés de se positionner pour consolider des secteurs, pour faire des acquisitions à l'étranger. Nous venons d'annoncer par notre plateforme Honoré qui fait de la pâtisserie surgelée, vient de réaliser une acquisition importante au Royaume-Uni, Cake Smith, sur une société qui est en croissance, qui est portée par les dynamiques de consommation hors foyer et de consommation plaisir aussi, sur des gâteaux plutôt de haute qualité. Donc c'est un bon exemple, si vous voulez, d'une opportunité saisie par Honoré, notre plateforme, pour faire un développement international, alors qu'on pourrait penser que c'est pas le moment, que le Royaume-Uni est impacté. C'est un marché d'acheteurs, c'est un marché d'opportunités aujourd'hui. C'est un marché d'opportunités, c'est un marché où il faut savoir choisir les sociétés sur lesquelles se positionner, mais il y a beaucoup de très belles choses à faire. Et Honoré, alors c'est quoi? C'est dans le loisir et lifestyle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Honoré, c'est le plaisir, quoi. C'est ça, pâtisserie et snacking surgelé haut de gamme. Alors c'est à la fois dans le loisir et c'est aussi de l'outsourcing, puisque c'est de la fabrication pour le compte des marques. Exactement. C'est pas une marque en tant que telle, c'est de la fabrication pour le compte de distributeurs. Vous le disiez en introduction, mais je veux bien qu'on y revienne. Il y a ceux dans l'industrie. Alors il y a ceux qui cherchent de la liquidité et il y a ceux qui sont apporteurs de liquidité aujourd'hui. Vous avez levé combien en début d'année? On avait en tout 4 milliards début de l'année, avec 3 milliards 6 sur notre flagship fund, qui est le fonds principal, donc qui investit sur des opérations aux côtés des entrepreneurs pour les aider ensuite à faire de la croissance externe, et 500 millions sur un fonds de continuation qui, lui,
prend des participations minoritaires quand nous revendons une société aux côtés des sponsors qui les achètent. Donc en fait, on a cette double stratégie. Au total, la stratégie principale avec le flagship fund et stratégie d'accompagnement des participations que nous revendons avec ce fonds secondaire. Et au total, ça fait une levée d'un peu plus de 4 milliards. Ouais. Et cet argent-là, il est déjà en cours de déploiement. Comment on caractérise ? C'est un marché d'acheteurs, un marché d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités. On n'est pas encore dans le grand moment où les opportunités sont à nos pieds. Je pense que les opportunités, elles sont là. Elles étaient là dans la période Covid, alors sur des valorisations peut-être plus élevées, mais elles étaient quand je dis opportunités, ça tient compte effectivement de la valo et du prix. Exactement. Il y a toujours des opportunités, en fait. L'opportunité, pour nous, c'est l'entrepreneur qui va se dire, voilà, maintenant, j'ai besoin d'un partenaire pour accélérer ma croissance, pour me développer à l'international, pour faire des acquisitions en Europe du Nord, Europe du Sud, États-Unis. Et donc, je cherche ce partenaire, je fais une opération avec lui et ensuite, je déploie des capitaux sur le marché. Donc, finalement, nous, c'est vraiment le fait d'avoir cette population d'entrepreneurs qui a confiance en l'avenir et qui est prêt à lancer ce type de stratégie qui crée des opportunités pour nous. Alors, et finalement, c'est pas tellement lié au cycle. Il y en a sur des cycles baissiers, il y en a sur des cycles haussiers. Alors, ça va pas forcément être sur les mêmes secteurs, mais il va toujours y en avoir. Et là, en ce moment, on en voit pas mal. Ouais. Comment vous regardez également, alors ça a été un des marqueurs depuis peut-être une paire d'années maintenant, l'idée qu'on veut apporter à des clients particuliers, des clients retail, l'opportunité d'investir justement dans des stratégies de capital investissement, dans des stratégies de private equity. Moi, je regarde ça aussi du point de vue de l'industrie du private equity. Vous disiez les levées de fonds étaient plus compliquées, pas pour Waterland, mais pour l'ensemble de l'industrie. Et donc, certains acteurs sont très séduits par l'idée d'aller chercher la liquidité que les particuliers pourraient apporter. Comment vous regardez ce phénomène ? Est-ce que ça vous paraît intéressant, pertinent d'aller chercher de la liquidité au-delà de vos LPs traditionnels avec un nouveau bassin de partenaires potentiels pour vos stratégies ? Alors, oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est quelque chose, ça peut être une source de capitaux. Alors, le private equity, il faut peut-être dire aussi aux téléspectateurs en quoi c'est intéressant. C'est une classe d'actifs qui, depuis toujours, en tout cas depuis une bonne trentaine d'années, délivre des rendements plus élevés. Simplement, comme elle est moins liquide... On est en amont de la création de valeur. Enfin, là où la valeur la plus forte arrive à être créée. C'est ça, pour un certain nombre de raisons. Alors, il peut y avoir l'effet de levier, il peut y avoir le fait qu'on est sur des entreprises plus petites. Donc, j'entendais... Il y a toujours une décote, comme disaient vos invités tout à l'heure, par rapport aux entreprises plus grosses. Donc, vous compensez la décote en aidant cette croissance. Et puis, il y a le fait aussi que le private equity est un actionnaire actif, accompagnant et qui joue un rôle un petit peu différent de celui que va jouer un actionnaire plus dilué, peut-être moins responsable et moins engagé. Donc c'est ça qui fait la différenciation des private equity. Donc c'est une classe d'actifs qui est sûrement moins liquide, peut-être plus risquée et qui a des rendements plus élevés. Donc ça peut présenter un intérêt pour les particuliers, bien sûr, de participer à l'aventure private equity. Après, alors nous... Chez Waterland, notre base de LP, donc d'investisseurs, c'est une base très institutionnelle, de grands institutionnels européens, nord-américains essentiellement. Et cette base, finalement, nous donne indirectement accès au marché des particuliers via des fonds qui peuvent eux-mêmes être en relation avec des gestionnaires d'actifs, des gestionnaires de patrimoine, etc., via des compagnies d'assurance et via des fonds de pension. Mais la relation directe entre le private equity et l'épargnant... C'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est une autre approche. C'est une autre approche. Ça implique beaucoup de choses très très différentes dans la gestion dans la gestion du fonds. Et c'est pas un pas que nous aujourd'hui on va réaliser. Il y a je sais qu'il y a des confrères qui y réfléchissent ou qui sont peut-être plus avancés. Nous, on a notre base d'investisseurs qui eux-mêmes sont en contact avec l'épargnant final. Mais on n'est pas engagé aujourd'hui dans une démarche de désintermédiation. Très clair. Bon, on verra jusqu'où cette histoire nous porte, parce que c'est vrai que on est quand même
dans le sens de l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on voit de ce côté-là. Merci beaucoup, Louis. Merci d'être venu nous éclairer sur cette année pour le private equity et les perspectives 2024 avec un marché d'opportunités désormais tel que vous l'identifiez. Louis Wietz, le président pour la France du fonds Waterland, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.